Souvent, on me demande: «Ah, qu'est-ce que t'aimerais comme super pouvoir?» Les gens disent: «Ah, j'aimerais voler, j'aimerais être invisible». Ah mais moi, pas du tout. Pas que j'aimerais pas, mais si je devais choisir, ça serait forcément l'immortalité. Mais parce que je suis curieuse et du coup, je trouve ça extrêmement frustrant de mourir. Parce que je me dis: «Ah, je saurais pas ce qui va se passer après» et ça me j'irais peut-être un petit peu faire un tour dans le passé, si je pouvais avoir une machine à voyager dans le temps, mais j'irais surtout vers le futur. Honnêtement, si je devais choisir, si j'ai droit à un seul voyage dans le temps, je vais dans le futur. Hey, finto! Finta! Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix, en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Danielle Puech, Nicole Fage-Galtier, Danielle Dastug, Emmanuelle Gazelle, Sarah Sengla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Audrey Dussutour. Myrmécologue, je n'avais jamais entendu ce mot. Spécialiste des fourmis. C'était le premier métier d'Audrey Dussutour avant que le monde entier ne la découvre grâce au blob, cette espèce unicellulaire à l'allure d'une vieille omelette gluante et un peu mystérieuse. Ni animal, ni végétal, ni même champignon, mais qui, malgré l'unique cellule qui le compose, est doué d'intelligence, déjoue les pièges et bâtit des stratégies de déplacement dans les sous-bois. De son petit nom latin, Physarum polycéphalum, Audrey Dussutour a fait de lui une superstar, d'abord en publiant un livre de vulgarisation, puis en le faisant entrer dans le dictionnaire Larousse en 2018, inspiré d'un film de Chuck Russell. Il devient aux yeux du monde The Blob. Sa passion pour le vivant, Audrey Dussutour l'a fait remonter à ses premières balades sur le Causse Comtal, pas si loin de Figeac où elle a grandi dans une famille nombreuse. Devenue scientifique au CNRS, elle s'emploie chaque jour à rendre la science plus accessible, plus ludique, à portée de main dès le plus jeune âge. De son parcours, de sa condition de femme, dans son travail de laboratoire, de la compétition qui règne entre chercheurs, de la défiance envers les scientifiques, héritée du Covid, jusqu'à son amour déraisonné pour cet étrange blob dont j'ai appris qu'il peut être immortel, sauf s'il prend un coup de soleil ou si l'on marche dessus. Nous en parlons dans ce nouvel épisode de la collection des pionnières. Comme à toutes les autres femmes passées par le micro de Finta, j'ai demandé à Audrey Dussutour de commencer par cette phrase, à la manière d'Annick Cogent. Je ne serais pas arrivée là si... Si j'étais pas née en Aveyron et si j'avais pas été élevée à la campagne, puisque c'est ce qui m'a ouvert aux sciences et c'est ce qui a aiguisé ma curiosité pour le vivant, donc d'être à la campagne. Et la chance que j'avais, c'est que j'étais dans un tout petit village en Aveyron et donc c'était pas très industrialisé, voire pas du tout. Et donc il y avait vraiment de la nature partout autour et nous on passait nos journées dehors parce que moi je viens d'une famille nombreuse. Et donc, ma mère avait vite tendance à ouvrir la porte et dire « Allez jouer dehors !» Et ça a beaucoup aidé parce que ça a construit en fait cette curiosité de comprendre le monde qui m'entoure, la nature, etc. Donc tu es originaire de Figeac ? Ouais. Tu n'es pas issue d'une famille de scientifiques, pour le coup, mais tu dis que c'est les balades, et notamment sur le Causse Comtal, quand tu étais petite, et qui t'ont ouvert aussi à cette expérimentation de la nature, enfin en tout cas au-delà de l'observer, de la trifouiller un petit peu. Mais à quel moment est-ce que tu daterais le déclic de te dire je serai scientifique, ce sera mon métier ? C'est assez tôt en réalité. Déjà mes parents, donc je viens d'une famille assez modeste, mon père était ouvrier, ma mère elle travaillait pas. Et donc on était 4 enfants et ma mère en particulier adore les animaux. Et donc, on avait tout à la maison, mais vraiment de tout. Chèvres naines, on avait bien sûr plein de chats, plein de chiens, on ramassait des hérissons, tout ça. Et donc, la première fois que j'ai formalisé une envie d'être scientifique, c'était quand j'étais au collège et en 5e, et c'était ma prof de physique, Madame Béton,
qui m'avait offert un jeu de 7 familles qui parlait de l'astronomie. Et à cette époque-là, elle m'avait aussi donné, vraiment très sympa, une lunette astronomique. Et à cette époque-là, j'ai vraiment dit: «Ah, je veux être astrophysicienne». Et ça m'a suivie jusqu'au lycée. Et au lycée, j'ai même fait spécialité physique. Et puis finalement, au lycée, après, j'ai eu une petite période où je voulais être vétérinaire. Et à la fac, là, ça s'est vraiment ciblé, puisque en troisième année de licence, on me parle pour la première fois d'éthologie. J'avais jamais entendu parler. Et donc, il y a la discipline d'observer le comportement des animaux, d'essayer de comprendre leur comportement. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Il y a pas des gens qui sont payés pour observer les animaux». C'est exactement ce que je veux faire. Et donc là, la vocation est née là. Mais les sciences, vraiment depuis tout petit. Parce qu'il y avait cette institutrice, cette professeure? Oui, en réalité, à Figeac, jusqu'à mon CM1, c'était une classe unique qu'on appelle à l'époque. Et donc, il y avait monsieur Goutal, notre instit, qui nous faisait beaucoup de classes dehors, dans la nature. Maintenant, avec le recul, je me dis que ça devait être bien pour lui, parce que quand on a une classe unique de la maternelle au CM, de trouver quelque chose qui va lier tout le monde. Et du coup, la nature, c'était peut-être une bonne idée en fait de se balader. Et ensuite, au collège, oui, cette prof de physique, Madame Bétan, où j'étais très proche. En réalité, à l'époque, c'était pas très bien vu d'être proche d'une professeure, mais j'aimais bien parler de science à la fin de ses cours, donc j'allais tout le temps la voir à la fin des cours. Et non, c'est elle, elle m'a beaucoup guidée. Ouais. Tes parents, quel regard ils avaient sur... Alors, mes parents, donc c'était pas des gens qui ont fait des études du tout, mais ils étaient assez fiers que je réussisse à l'école. Ça, c'est sûr. Ils n'étaient pas du genre à dire: «Ah ben il faut, faire des études» et cetera. Mais ils étaient contents que j'avance. Et comme je venais d'une famille modeste, quand j'ai été à l'université, j'ai bénéficié des bourses du Crous, ce qui m'a permis de faire mes études, et donc je remercie le Crous. Et mes parents, ils m'ont toujours dit: «Bah, tant que, ça ne nous coûte pas trop d'argent, on va te soutenir», et donc ils m'ont laissé faire. Finalement, ils se sont tenus, un peu loin, mais gentiment loin. Je veux dire, ils se sont pas interférés du tout, je crois qu'ils ont ils se sont dit: «Ouh là là, elle fait son chemin». Mais bon, voilà, ils sont venus, à la soutenance de mon doctorat, tout ça. C'était assez rigolo. Ton premier métier, finalement, c'est myrmécologue, c'est-à-dire que tu étudiais les fourmis. Oui, ça, c'est arrivé, et ça aussi, c'est par accident, c'est pas un choix. Au tout début, dans mes études, j'étais passionnée par le cerveau, le comportement animal, mais le cerveau aussi. Et j'avais fait mon premier stage sur les souris avec une copine, et j'ai développé une allergie aux souris, aux rongeurs en général, aux rats, parce que j'avais un rat apprivoisé en plus chez moi. Et donc voilà, j'ai vraiment développé une énorme allergie, donc j'ai changé. Et là, je me suis tournée vers les abeilles. Donc mon premier stage, c'était d'étudier comment les abeilles arrivent à discriminer les formes dans la nature. Et j'ai été allergique aux abeilles. La meuf qui a pas de chance. Et donc en master 2, donc en 5e année, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie, Jean-Louis de Neubourg, qui a été donc mon directeur de master et mon directeur de thèse, qui travaillait sur les fourmis et qui avait des idées vraiment nouvelles en fait dans les sciences. On voyait bien qu'il était au début de quelque chose. Et je lui ai demandé si je pouvais venir travailler sur les fourmis avec lui. Il m'a dit oui, mais ça sera en Belgique. Je dis pas de problème. Je suis partie en Belgique. Et là, ça a été la révélation, donc non seulement pour les fourmis, parce que déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est assez facile de travailler avec les fourmis. Et aussi pour la thématique et ce mentor, en fait, qui est toujours mon mentor. J'ai encore rendez-vous avec lui demain, qui a été extraordinaire. Du coup, j'ai fait mon doctorat aussi avec lui. Et donc après, tu as obtenu un doctorat d'éthologie en 2004, c'était plutôt avant d'ailleurs. Tu as effectué 2 post-doctorats au Canada et en Australie. Et entre-temps, tu as été recrutée comme chercheuse en comportement animal au CNRS à Toulouse. Ça, c'était en 2009. Mais c'est bien en Australie que tu rencontres le blob. Oui, alors ça aussi, encore un accident. En fait, la recherche, c'est souvent des accidents. Donc en Australie, j'étudiais les fourmis, toujours. Et j'étudiais comment les fourmis arrivent à réguler leurs besoins nutritionnels. Et dans ce laboratoire, j'étais dans un laboratoire qui était dirigé par Steve Simpson, et c'est un très grand nutritionniste. Et lui, il avait donc plein de post-doctorants qui travaillaient sur différents modèles. Donc la nutrition chez l'homme, la nutrition chez la souris, la nutrition chez le criquet. Moi, j'étais la nutrition chez les fourmis. Et il cherchait un organisme plus simple.
Et au cours d'une discussion, il dit: «Ah, ça serait vraiment bien d'avoir quelque chose de vraiment plus simple encore que l'insecte». Et je lui dis: «Ah ouais, peut-être un organisme qui serait unicellulaire, qui aurait qu'une cellule». Il me dit: «Oui, mais bon, c'est trop petit pour monter des manips, c'est compliqué». Et là, on se dit: «Mais il y a quand même cet organisme un peu bizarre», sur lequel travaille Toshiaki Nakagaki, qui est un Japonais, qui avait fait des expériences sur le blob, qui était connu, en fait, parce que médiatiquement, on en avait parlé, donc c'était, la résolution du labyrinthe par le blob. Et du coup, on avait, en fait, une collègue pas loin qui en avait, du blob. Et donc on lui dit: «Est-ce que tu peux nous donner un bout de blob?» C'est juste pour une petite expérience. Et au début, ça devait être une expérience qui devait durer 2 mois max, quoi. Enfin, vraiment, j'étais en plus sur la fin de mon contrat en Australie, parce que j'avais déjà eu mon concours au CNRS. Donc, j'attendais juste de débuter mon contrat au CNRS. Et donc, je monte ces expériences pendant 2 mois. Et je me dis: «Oh là là, quand même, son organisme, il est pas mal fascinant, quoi». Il était intriguant parce qu'il arrive à faire des choses alors qu'il a pas de cerveau. Il y avait vraiment un côté un peu magique, un peu monstrueux aussi. Il est gluant. Enfin, on dirait quand même une omelette quand on le voit. Vraiment, on le voit, on dirait une omelette. Et puis finalement, c'est une omelette qui bouge lentement, mais qui bouge. Et à l'issue de cette expérience, finalement, je décide de le ramener en France, le blob, parce que comme on avait fini le projet, mais qu'on ne l'avait pas publié, Steve me dit: «Bah, c'est mieux que tu le gardes avec toi, parce que si on doit faire des expériences supplémentaires pour l'article, c'est mieux que tu l'aies avec toi». Donc je le prends. Et au début, je ne l'ai pas réveillé tout de suite, parce que j'ai monté mon labo fourmis, parce que j'avais été quand même embauchée pour travailler sur les fourmis au CNRS. Je monte mon labo. Puis, il y a une étudiante qui connaissait l'article que j'avais fait sur la nutrition, qui me dit: «Ah ben moi, j'aimerais bien faire un stage sur cet organisme bizarre». Donc je le réveille. Et puis là, je ne l'ai plus jamais rendormi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire le réveiller? Alors oui, parce que les blobs, ils rentrent, en phase de dormance. Donc, en fait, quand le blob, on le met sur un substrat où il y a pas de nourriture, où, finalement le substrat va s'assécher un petit peu doucement comme un bout de papier, bah, il va rentrer dans un état dormant et il peut rester comme ça plusieurs années. Et donc, il ressemble à un petit truc tout sec. On n'a pas l'impression que c'est vivant. C'est tout orange, on dirait un petit lichen. Et on peut le garder comme ça pendant des années. C'était exactement comme ça quand je suis revenue d'Australie. Je l'avais dans un tiroir et puis voilà. Il attendait patiemment jusqu'à ce que cette étudiante Christella, je me rappelle, qui me dit: «Ah ben j'ai envie de travailler sur ça». Et du coup, je réveille pour Christella. On fait quelques manips. Et puis finalement, j'ai un autre étudiant qui s'appelait David qui me dit: «Ah ben j'ai envie de faire mon doctorat sur cet organisme». Et là, ça s'est relancé vraiment. Pour essayer de le définir et de le vulgariser, donc le blob, c'est une sorte d'hybride entre le champignon, l'animal, le végétal? C'est ça, c'est aucun des 3. Et il partage des caractéristiques des 3. En réalité, nous, pour vous donner un ordre d'idée, on est plus proche des champignons que du blob. Donc je dis souvent aux enfants: «Vous êtes plus proche d'une truffe que d'un blob». Mais son règne, c'est un nom un peu barbare, il s'appelle Amibozoaire parce qu'il est très proche des amibes. Et les amibes, c'est des organismes qui n'ont qu'une cellule et qui peuvent se déformer à souhait. C'est un peu des organismes pâte à modeler, quoi. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme, ce qui est le cas du blob. Mais c'est juste que le blob, c'est une amibe, mais macroscopique, qui peut faire plusieurs centimètres carrés, alors qu'une amibe classique, c'est 100 microns, quoi. C'est tout petit. On ne voit pas l'œil nu, quoi. Donc il est de couleur jaune, il ressemble à une vieille omelette, comme tu le disais. Il est unicellulaire, sans cerveau donc, et toutefois capable de retenir des informations, de s'adapter à son environnement. Donc il n'a ni yeux, ni oreilles, ni estomac, ni bouche, mais il se nourrit, il digère, il se déplace. Et c'est en ça qu'il est fascinant, c'est qu'en fait, il casse complètement l'idée qu'on pouvait avoir jusqu'alors, en tout cas qu'on a encore beaucoup, que l'intelligence est liée au cerveau. Oui, tout à fait. En réalité, on oublie que nos ancêtres sont des unicellulaires. En fait, nos cellules, elles ont perdu ces capacités-là parce que nous, l'humain, on a 100 000 milliards de cellules. Et nos cellules, elles sont ultra spécialisées. Donc, par exemple, on a des cellules dans notre cerveau qui s'appellent les neurones, qui sont spécialisées dans le transfert et le stockage des informations. On a des cellules dans notre estomac qui sont spécialisées dans la digestion. On a des cellules dans nos poumons qui sont spécialisées dans la respiration. Mais le blob, lui, il est unicellulaire, donc il n'y a qu'une cellule qui fait tout ça. Et dans le blob, dans une seule cellule, eh ben, cette cellule, elle va respirer, elle va se déplacer de manière très bizarre, mais elle se déplace. Elle va avaler des particules alimentaires. Elle perçoit la lumière, même si elle n'a pas d'yeux. C'est une cellule qui sait réagir aux couleurs. C'est pas qu'elle reconnaît les couleurs, mais elle réagit. Par exemple, elle aime bien le rouge, mais elle n'aime pas le bleu. En fait, c'est les lumières de forte intensité, elle n'aime pas du tout. Et donc, c'est un organisme qui a quand même des sens, comme nous, mais vraiment très primitif. Et le sens qui est le plus développé chez le blob, si on devait le comparer, ça serait le goût. Le blob, c'est comme une langue
qui lèche le sol en permanence. Et donc, il a des tout petits récepteurs sur sa membrane qui lui permettent en fait de goûter l'environnement. Et en 2016, donc, tu fais une découverte majeure sur le blob qui vient bousculer les lois scientifiques. Alors que cet organisme est dépourvu de système nerveux, tu démontres qu'il est capable d'apprendre. Cette découverte, elle est très médiatisée, elle a des retombées internationales. Et tu es identifiée dans le monde comme la personne, la chercheuse spécialiste du blob. Tu t'y attendais ? Non, pas du tout. Pour être honnête, quand on a fait l'expérience et qu'on l'a publiée, on a essayé de la publier dans des très très grandes revues et ça a été refusé. Donc je pense que les gens n'y croyaient pas trop au départ. Et donc dans ces cas-là, quand on sent qu'on a un résultat qui est un peu sympa, ce qu'on fait, c'est ça s'appelle un communiqué de presse. On écrit au CNRS, on dit voilà, j'ai fait cette découverte, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le CNRS va juger si eux, ils pensent que c'est qu'on peut en parler et tout. Le CNRS va dire ah ouais, ça a l'air super. Et donc on a fait ce qu'on appelle un communiqué de presse national. Et c'est-à-dire que ce communiqué, il est envoyé à tous les journalistes. Et des fois, il se passe rien. Des journalistes trouvent pas ça intéressant. Mais là, on ne sait pas pourquoi. Mais alors là, il y a eu un engouement fou. Et moi, je me rappelle, pour dire que je n'étais pas préparée à ça, je suis partie en vacances après, en sorti le communiqué de presse en me disant ouais, habituellement, il y a peut-être 2 coups de fil. Et j'avais un voyage de longue date prévu aux îles Galapagos. Et j'ai reçu, je ne sais pas combien de coups de fil aux Galapagos. Et donc, j'ai même fait une interview sur une petite île en randonnée avec Mathieu Vidard, de la Terre au carré, je me rappellerai toujours. Je suis sur un volcan au téléphone. Et c'était un peu fou. Je n'ai pas mesuré que c'était que beaucoup en France ça remuait beaucoup, et c'est qu'à mon retour où là le CNRS m'a fait un bilan de tout ce qui était sorti dans la presse, et c'est surtout que on a transformé l'essai parce que on avait 2 études en parallèle, celle de l'apprentissage et celle du transfert d'apprentissage, où on démontrait qu'un blob non seulement il peut apprendre, mais s'il fusionne avec un congénère, il peut lui transmettre ce qu'il a appris. J'ai dit au CNRS, est-ce que vous voulez en parler de celui-là aussi ? Et là, ils ont refait un communiqué de presse, donc ça a rebondi, donc ça a vraiment fait un effet rebond. Et c'est là que Olivia Recassens m'a proposé d'écrire un livre, parce que c'est à l'issue d'une interview, comme aujourd'hui, où on parle du blob et tout. Puis elle me dit, oh là là, il y en a tellement à dire que c'est dommage de garder ça pour un article. Elle me dit, tu vas écrire un livre. Je dis, ah non, non. Je dis, moi, je suis pas très douée. Je ne crois pas que je vais écrire un livre. Je dis, si. Elle me dit, écris-moi un chapitre et on verra. Donc, j'écris un chapitre. Je lui envoie. Elle me dit, c'est super, continue. Et c'est là que je lui propose. Je lui dis, voilà, je peux bien écrire un livre sur le blob, mais j'ai envie aussi de parler de notre métier de chercheur. Et est-ce que je peux faire une sorte d'autobiographie croisée entre le blob et le chercheur ? C'est-à-dire que je ne parle pas de moi, Audrey Dussutour, mais je parle d'un chercheur et du blob, et pour expliquer c'est quoi le travail d'un chercheur au quotidien. Et donc voilà, on sort le livre. Et quand les choses sortent, je suis toujours en vacances, on va croire, mais j'étais partie en vacances quand le livre est sorti. Et là, j'avais dit à Olivia, j'ai stressé. J'ai dit à Olivia, non, on ne le sort pas finalement, je vais tout annuler. Parce que j'étais quand même un peu critique sur le financement de la recherche, le fonctionnement, comment sont traitées des fois les femmes. Et j'avais peur en fait que mes collègues le prennent pas très bien. Et finalement, l'accueil le plus chaleureux, il est même parvenu des collègues qui finalement avaient vécu la même chose, vivaient la même chose, et qui trouvaient ça bien que j'en ai parlé en fait de ces problèmes-là. Donc finalement, ça s'est bien passé. Mais au début, j'ai eu, comme ils disent en anglais, les pieds froids, cold feet. J'avais envie de tout arrêter. Donc puis voilà. Mais ça a finalement été une belle aventure littéraire avec un beau succès. Et puis avec un succès que je n'avais pas imaginé. En fait, c'est la tranche d'âge que je n'avais pas imaginé. C'est les adolescents qui ont aimé mon livre. Et il n'était pas du tout écrit pour les adolescents. Peut-être avant d'enchaîner, je voudrais que tu puisses illustrer au micro, c'est pas évident quand il n'y a pas d'image. Qu'est-ce que c'est un apprentissage du blob ? Qu'est-ce qu'il est capable d'apprendre ? Alors, le blob, il n'apprend pas des choses très compliquées. On se rassure quand même, il n'a pas de cerveau. On a fait un paradigme comportemental qui s'appelle habituation. C'est le plus simple des apprentissages. Tous les animaux sont capables de le faire. C'est la capacité d'apprendre à ignorer des choses qu'on n'aime pas de manière innée. Donc le blob, il n'aime pas, par exemple, le sel, il n'aime pas la quinine. La quinine, c'est ce qu'il y a dans le Schweppes, qui rend le Schweppes très amer. Il n'aime pas la caféine. Il a plein de choses qu'il n'aime pas, le blob. Et donc, ce que nous, on lui a demandé dans l'expérience, c'est d'apprendre à aimer ces choses-là. Et donc, l'expérience était assez simple. On lui demandait de traverser un petit pont où on mettait cette substance qu'il n'aimait pas.
Donc, par exemple, la caféine. Donc, au début, il ne veut pas y aller. Hein. Alors, il met ce qu'on appelle un pseudopode, c'est une petite excroissance de sa cellule. Il goûte comme ça, puis il se rétracte direct. Il ne veut pas y aller, c'est pas bon. Puis, bon, il a faim, donc il est obligé de traverser, puisque la nourriture, on l'a placée de l'autre côté. Donc, il a pas le choix de traverser ce petit pont. Et donc, le premier jour, je sais pas, il met 10 à 12 heures à traverser le pont. C'est hyper long, c'est un pont d'1 centimètre. Et le lendemain, on lui dit, tu recommences. T'as pas le choix. Si tu veux manger à nouveau, il faut que tu retraverses ce pont. Et on lui fait faire comme ça 5 fois d'affilée. Et on s'aperçoit qu'au fil de la semaine, il traverse de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'à la fin de la semaine, il traverse aussi vite que s'il n'y avait pas la substance, comme s'il ne la percevait plus. Et bien sûr, il faut faire des tests en sciences pour vérifier que c'est qu'il a appris et pas juste que ses récepteurs ne marchent plus du tout. Et donc, au 5e jour, on lui présente aussi une nouvelle substance qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas vue de la semaine. Et là, on voit qu'il réagit fortement. Donc, c'est que les récepteurs marchent très bien. C'est vraiment qu'il a appris spécifiquement à ignorer cette substance qu'il a rencontrée tous les jours. Il apprend toujours dans l'optique d'aller manger au bout, c'est ça? Exactement. En réalité, c'est un comportement qui a une fonction fondamentale dans la nature, parce que quand le blob se déplace, il se déplace tout le temps. C'est simple, c'est un organisme qui ne s'arrête jamais de se bouger. Et donc, il va vers l'avant, vers l'avant. Donc, s'il rencontre quelque chose qu'il n'aime pas et qu'il reste bloqué, il va mourir là. Donc, il n'a pas le choix d'apprendre finalement à aller au-delà de ses aversions et de s'y habituer pour traverser des zones dangereuses ou des choses comme ça. Donc, il va toujours de l'avant et il double de volume chaque jour aussi? Oui, alors ça, c'est quand il mange. Quand vous lui donnez à manger ad libitum, c'est-à-dire à volonté, il va doubler, voire tripler de taille tous les jours. Et il avance d'1 centimètre par jour, c'est ça? Alors, non, c'est 1 centimètre par heure même. Ah, par heure? Ouais. Alors, il fait des pointes à 4 centimètres heure, mais vraiment quand il est très énervé, c'est-à-dire quand il n'a pas mangé depuis 4 jours. Là, il peut avancer très vite parce qu'il a faim. Mais en réalité, dans nos expériences, il fait, 1,5 centimètre par heure. Quand il est bien nourri et qu'il mange, il va très doucement parce qu'il mange en même temps, donc ça le ralentit. Mais des fois, quand il est vraiment affamé, on peut le voir bouger à l'œil nu, quoi. Et c'est fascinant, je recommande à tout le monde d'aller les chercher sur YouTube. Et actuellement, il y a un documentaire d'Arte aussi qui est sorti. Oui, il est remis, ouais. Il est remis en plus sur Arte, donc vous avez de la chance parce qu'il est là jusqu'à juin, je crois. Ouais, et qui est passionnant parce qu'on voit tes expériences filmées, on voit le blob évoluer dans les labyrinthes. C'est ça, et on voit en accéléré, c'est une technique qu'on appelle le time-lapse. On prend une photo toutes les 5 minutes et on les met bout à bout et ça fait une vidéo où on a l'impression que le blob il avance à fond. Mais on est obligé de faire ça parce qu'une expérience, ça dure 24 heures au laboratoire et donc regarder des vidéos de 24 heures, c'est un peu long. Donc on met ça, on compacte ça en 2 minutes. Donc voilà. C'est génial, c'est hyper pédagogique et ludique à la fois. C'est fois, rigolo, quoi. C'est décevant pour les enfants parce qu'ils se disent, mais en vrai, il avance pas vite. Et donc, je dis toujours aux enfants de faire l'expérience, de lancer l'expérience le soir. Comme ça, ils dorment, ils n'ont pas ce côté impatient. Ils dorment et le matin, ils voient que le blob, il a bougé, il a beaucoup bougé. Oui, parce que là, quand tu parles des enfants, c'est que le blob, il a eu une vie dans les écoles. Il y a plus de 4500 écoles en France qui ont participé à l'expérience d'adopter un blob. Ouais. Et donc, ils l'ont vu évoluer. Tu l'as aussi envoyé dans l'espace avec Thomas Pesquet. Il y a eu le livre dont on vient de parler. C'est aussi en ça que tu te distingues et que tu es hyper médiatisé pour le coup. C'est parce que tu joues la carte pédagogique à fond. Ouais, la médiation scientifique. Alors au départ, c'était une médiation mesurée, parce que moi j'en fais depuis mon doctorat de la médiation. Au départ, j'ai commencé par amener des colonies de fourmis dans les écoles. Et dans les maisons de retraite. J'adore les maisons de retraite. Et quand j'ai repris mon boulot au CNRS, j'ai continué mes activités de médiation, c'est-à-dire j'allais à la fête de la science, la nuit des chercheurs, les assos. Mais j'avoue que ça a pris une dimension un peu folle avec le projet avec le CNES et le CNRS, parce que quand on a décidé de faire ce projet pédagogique, là, c'était purement pédagogique et pas scientifique, d'envoyer un blob dans l'espace, c'était pour encourager les enfants à faire des sciences, à se passionner des sciences. Et donc, Thomas Pesquet, c'est un merveilleux ambassadeur. Il y a quand même eu 350 000 élèves qui ont participé à ce projet. Et donc, pendant 2 mois, plus que 2 mois, août, septembre, octobre, 3 mois, j'ai passé 7 heures par jour sur Facebook. Alors, c'était marrant de se dire qu'on est au labo et on est sur Facebook. Mais c'était purement professionnel, à répondre aux enseignants, à toutes les questions des 5000 enseignants. C'est comme si on avait 5000 étudiants d'un coup à former sans pouvoir les voir et donc les former à distance. Donc, je faisais des petites vidéos tutoriels, un petit webinaire par-ci. Mais ça ne m'a pas dégoûtée, puisqu'après, on a relancé un projet avec le CNRS avec 15 000 personnes. Comme quoi. Mais c'était chouette parce que les enseignants, c'est un petit peu comme les chercheurs. Ils travaillent avec peu de moyens au quotidien. Et du coup, c'est les rois de la débrouille. Et donc, il y avait vraiment une espèce de compréhension commune.
Et donc, quand on se discutait, il y en a certains, on est vraiment devenus même amis, quoi, parce qu'on a tellement parlé sur Facebook, échangé sur certaines expériences. Et puis, il y a vraiment des enseignants qui sont allés au-delà de l'expérience, qui ont fait du blog un outil pédagogique, un outil pas juste pour faire une expérience comme Thomas Pesquet, mais un outil pour faire une dictée, un outil pour faire de l'art, un outil pour discuter de l'individualité, puisque le blog, on peut le couper en morceaux et ça fait 2 individus. Donc voilà. Et ça repart. Voilà, et ça repart. Donc ça questionne, mais qui est l'individu? Puis après, on peut les mettre à nouveau côte à côte et ça reforme un seul individu. Donc il y a vraiment ce côté de l'individualité. Après, il y avait la question de la sexualité, puisque le blob, il a 720 types sexuels, donc il n'y a pas d'histoire de filles et garçons du tout. Et donc voilà, c'est intéressant d'aborder plein de thèmes au travers du blob. Et toi, qu'est-ce que tu y trouves dans cette médiation? Tu pourrais rester dans ton labo? Ouais. Je pourrais égoïstement travailler tranquille. J'aurais moins de travail, c'est sûr. Non, en réalité, j'apprends énormément. On s'aperçoit qu'on connaît mieux son modèle quand on en discute, son modèle expérimental. Par exemple, quand je parle du blob dans une école, il y a des enfants qui me posent des questions, des fois, je ne sais pas répondre. Mais vraiment, ça arrive souvent d'ailleurs. Et du coup, je retourne dans mon labo, puis je cherche la réponse dans la littérature, ou bien je fais l'expérience. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, au collège La Prairie, à Toulouse, il y a un enfant qui me dit « Est-ce que le blob résiste à l'azote liquide ?» Je n'avais pas d'idée. Je lui dis « Ah ben moi j'ai de l'azote liquide au labo, au pire je teste, et puis je lui dis. » et donc voilà, ça nous fait progresser, on connaît de plus en plus en fait notre discipline, sur quoi on travaille, donc ça nous aide beaucoup. Et puis après, il faut être aussi, ça donne au niveau humain. C'est un super partage parce que faut voir que nous, dans la science, c'est un milieu qui est quand même un peu compétitif. On est face au rejet très fréquemment puisqu'on répond à des appels d'offres où il y a, par exemple, une chance sur 10 d'être financé. Quand on écrit un article, on a une chance sur 10 qu'il soit accepté. Donc, on est face à l'échec très souvent. Donc, c'est un milieu qui, quand même, il y a des côtés qui sont un peu durs. Et je trouve que quand on fait de la médiation, il n'y a que du positif et ça fait du bien. Ça donne un peu... Ça permet de respirer un peu. Et surtout que quand on partage des connaissances avec des gens, ils ont vraiment l'impression qu'on leur fait quelque chose, un cadeau, quoi. Et c'est très agréable parce que les gens sont très agréables en retour. Donc, non, c'est un moment agréable. Si on referme la grande fenêtre du blob, qu'est-ce qu'il reste à découvrir sur lui? Qu'est-ce que tu as encore envie de chercher, d'expérimenter, de prouver? Alors, à l'heure actuelle, on fait une expérience très intéressante sur le vieillissement parce qu'on s'est aperçu que le blob, quand il rentrait en dormance et qu'on le réveille ensuite, quand il se réveille, il est plus jeune que quand on l'a endormi. Donc, je vais m'expliquer. Si vous réveillez un blob, vous le gardez par exemple pendant 1 an, c'est presque sa vie maximum réveillée, quoi, sa vie maximale. Mais on voit qu'au fil de l'année, il va commencer à ralentir, il va commencer à attraper un peu plus de maladies. On voit qu'il accumule en fait du stress. Et quand on regarde au niveau de la cellule, à l'intérieur, avec un microscope et tout, on voit qu'il y a ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et c'est exactement le même stress que nous, on a dans notre cellule quand on vieillit. Donc, pour dire le blob vieillit. Et des fois, donc, on peut garder un blob comme ça, assez vieux, puis on l'endort, puis là, on le réveille, et là, on s'aperçoit que tous ces signes de vieillissement, le stress oxydatif, les retards quand il se déplace, etc., ça disparaît complètement, on dirait qu'il est jeune à nouveau. Et donc actuellement, on essaye de comprendre comment le blob fait pour rajeunir, puisque moi, mes blobs au labo, ils ont plus de 70 ans, et ils se portent bien mieux que moi. J'aimerais bien connaître leur secret. Je pense que plein de gens aimeraient connaître le secret de la fontaine de jouance. Non, le blob, il a cette capacité, c'est pas de l'immortalité. En fait, on appelle ça de l'immortalité biologique. C'est-à-dire que c'est dans des conditions parfaites où on peut le garder très longtemps. Parce que dans la nature, bien sûr, ils peuvent se faire manger par un prédateur. Si vous marchez dessus, s'il prend un coup de soleil, il va mourir. C'est pas que le blob ne peut pas mourir. C'est que dans des conditions idéales, il peut vivre éternellement. Là, ça serait une belle découverte. Mais on est loin encore. Bon, c'est l'occasion de dire qu'il vit dans les sous-bois, d'ailleurs, quand tu parles de coups de soleil. C'est ça, c'est un organisme qui vit dans les forêts et dans les jardins, quand il y en a dans les jardins. On va le voir surtout après une pluie. Il ne se déplace que sur du substrat humide. Vous ne le verrez jamais sur un tronc sec. Si vous voyez quelque chose qui ressemble, qui est jaune sur un tronc sec, c'est du lichen. Ça ne peut pas être un blob. Donc voilà, c'est un organisme... alors nous, on parle de Physarum polycéphalum, qui est surnommé le blob. Mais c'est une espèce parmi plus de 1000. En réalité, la grande famille s'appelle les Myxomycètes. Et il y a plus de 1000 espèces différentes connues, mais 10 000 estimées.
Et donc, le nôtre est jaune, mais par exemple, il y a Physarum roseum, c'est le même en rouge. Et en France, celui qu'on va trouver très facilement, par exemple, c'est Badamia utricularis. Ça ressemble à Physarum polycephalum, mais c'est orange. Orange, vraiment orange, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a appris, toi, le blob, même sur l'Homo sapiens? Alors, sur l'homme, rien. Euh, mais ça nous apprend l'humilité parce que c'est des organismes qui sont considérés comme primitifs, des fois. On devrait d'ailleurs pas employer ce mot primitif, comme simple. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a une forme d'intelligence. Et c'est des organismes surtout qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a quelques années, personne n'avait entendu parler des myxomycètes. C'est des organismes qui existent pourtant depuis un milliard d'années. Et on voit bien que l'humain, en fait, il se focalise sur les animaux, les plantes, les champignons un peu, mais le reste. Non. Et finalement, la biomasse du reste, donc en termes de poids, c'est 2 fois le poids des animaux, de tous les animaux humains compris, bien sûr, parce qu'on est des animaux. Et pourtant, on les ignore complètement. Et le blob, il permet de montrer aux gens que finalement, on ne connaît rien de la nature. On ne connaît vraiment rien. Et souvent, les gens me disent, mais il y a d'autres choses comme ça, comme le blob dans les forêts, qu'on ne connaît pas. Je dis, mais oui, mais il y a des millions de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est juste qu'il faut s'intéresser aux choses qui ne bougent pas, qui ne se voient pas, qui se cachent. Donc voilà, le blob nous apprend un petit peu que finalement, on ne connaît pas grand-chose de notre environnement. On va laisser le blob ici et revenir un peu à toi. Tu parlais des conditions de travail des chercheurs, des chercheuses. Tu t'exprimes souvent sur le manque de moyens, notamment en France, auquel vous faites face. Je voudrais savoir aussi si être une femme, à un moment, ça a pu être un obstacle. Alors, c'est pas un obstacle en soi, c'est juste que c'est un peu plus difficile. Disons que c'est les remarques, les réflexes qu'ont les hommes, en fait, qui sont problématiques. Moi, j'ai eu de la chance parce que dans ma carrière, j'ai travaillé avec des hommes, principalement au départ, qui m'ont jamais fait me sentir femme. Donc, dans le sens où j'avais pas l'impression qu'ils me regardaient d'une manière différente que d'un garçon. Donc, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. J'ai eu des superviseurs vraiment impeccables. Mais vraiment. Mais c'est pas du tout ce représentant de la majorité des gens. Puisqu'après, quand j'ai été recrutée, j'ai entendu les pires horreurs. En tant que femme, c'est qu'on a l'impression qu'on ne mérite rien. Alors, les femmes, elles ont souvent ce sentiment de l'imposteur. Elles s'autocensurent, mais c'est parce qu'on leur fait souvent sentir qu'elles ne méritent pas. Donc, par exemple, si vous avez un prix, un financement, les gens vont toujours vous rétorquer « Ah, c'est pour des histoires de parité ». Donc, c'est jamais mérité, quoi. Si on les écoute, c'est jamais mérité. Donc, c'est un peu triste. Et donc, c'était pas un obstacle parce que je pense pas que ça m'a empêché de réussir, mais on voit bien qu'on nous considère pas au même niveau, quoi. C'est fou, même dans le quotidien, comment les gens parlent. Ça m'arrivait, par exemple, d'être dans une réunion où il y a que des hommes et par réflexe, ils se tournent vers moi, ils font « Bébé Audrey, tu prends des notes ?» Et là, je suis là, pourquoi? Parce que je suis une femme. Et c'est des petits réflexes. Ou bien quand on prépare une conférence, où les gens, ils vont venir en tête, on leur dit, on a toujours des gens qui sont invités dans les conférences et ils vont donner une grande liste de garçons. Ah, on pourrait inviter lui, 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 lui. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. Puis je dis, bah oui, mais je sais pas, ça vous choque pas, vous avez listé que des hommes. Et là, en réalité, on s'aperçoit qu'ils connaissent même pas les femmes qui travaillent dans ce domaine, alors qu'il y en a, et il y en a des très très doués, mais c'est juste qu'ils prennent pas la peine de les connaître. Le problème, c'est que on n'invite pas les femmes, donc elles sont pas visibles. Donc, elles ne sont pas visibles, donc on ne pense pas à elles non plus pour ci et ça. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Et c'est pareil pour les médias. Les médias, on avait regardé les pourcentages de femmes qui étaient consultées pour commenter, je sais pas, une recherche sur le Covid, par exemple. On a vu très peu de femmes. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes virologues. Il y a eu des études qui ont montré que les hommes, par exemple, si on les appelle pour discuter d'un sujet dont ils ne sont pas spécialistes, ça ne va pas les déranger. Pas trop. Alors les femmes, clairement. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, où pour un magazine, donc je ne donnerai pas le nom, on m'a demandé de commenter quelque chose dont je n'étais pas du tout spécialiste. Et donc j'ai dit clairement, bah non, enfin, je peux parler de ça, je ne connais pas. Et personne m'a dit, ah ben c'est bien une réponse de femme, ça. Je dis non, mais c'est une réponse normale en réalité. On ne commente pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Je ne vais pas parler d'une thématique que je ne maîtrise pas du tout. Enfin... Et je dis en plus surtout qu'il y a des spécialistes de cette thématique, mais on m'avait appelée parce que j'étais un peu médiatisée, donc on se dit ah bah tiens, la seule femme qu'on connaît, voilà. Non mais ça je te le confirme en tant que journaliste, c'est flagrant. Ouais. Rarement un homme refuse ou avoue qu'il ne sait pas. Ouais.
on préférera broder, C'est ça. alors que la femme d'à côté qui a les compétences dira qu'elle C'est n'est ça. peut-être pas la mieux placée. Et je pense que c'est nous qui avons, enfin, entre guillemets, la bon réflexe. Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Point, quoi. Enfin, bon, bref. Et est-ce que tu sens qu'il y a quand même une évolution, qu'il y a Oui. plus de femmes qui s'autorisent à venir Alors, déjà, en il y a labo des femmes qui réagissent. Moi, j'ai pas mal de collègues qui sont très fortes et qui se laissent plus du tout marcher sur les pieds et qui maintenant réagissent vraiment fortement. Et ensuite, je pense que les jeunes, la génération qui arrive maintenant, est beaucoup moins biaisée comme ça. On a beaucoup moins de misogynie chez les jeunes que chez la génération au-dessus, quoi. Donc j'ai espoir qu'en réalité, ça disparaisse tout ça. Enfin, en tout cas, dans la recherche, je ne sais pas dans les autres métiers, mais chez nous, on voit vraiment la différence en fait entre la génération d'avant et... Qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu dis aux petites filles que tu croises avec le blob? Bah, souvent, je leur dis que... Bon, déjà, je suis... en me voyant, elles voient que déjà une femme peut faire ça. Donc c'est déjà pas mal. Et après, je leur dis de surtout qu'elles ne se laissent pas dire, parce que c'est souvent ça. Des fois, ça vient aussi des parents, de la famille, où on va leur dire bah, la science, c'est pas fait pour les filles. Combien de fois on a entendu les filles, elles sont nulles en maths, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc, de surtout pas écouter ce genre de phrases, parce que ce genre de poncif, parce que clairement, c'est pas vrai. Et donc, de continuer, que si elles aiment ça, eh ben, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Et malgré, et qu'elles soient prêtes à entendre des fois des choses qui leur plairont pas, mais qu'elles fassent pas, qu'elles écoutent pas, quoi. De pas écouter. De s'écouter soi, quoi. Faire comme le blob finalement. C'est ça. On bute une fois, 2 fois et le Ouais, 5e jour on c'est passe ça. dessus. Mais c'est vrai que je peux comprendre que de l'extérieur, il y a pas longtemps, j'ai vu un magazine comme ça où il y avait une BD sur le blob, une petite BD comme ça. Et donc, il dessinait des scientifiques qui travaillent sur le blob. C'était tous des hommes. Jamais. Même en France, les personnes qui travaillent sur le blob, c'est même pas des hommes. Donc, d'où pourquoi vous allez dessiner des hommes? Parce qu'en fait, déjà à cet âge-là, puisque c'était un magazine pour enfants, vous mettez déjà en fait cette image dans la tête des enfants que pour être un scientifique, il faut être un homme. Et c'est déjà tout petit, donc ça, dans l'imaginaire en fait, mais voilà, en classe, scientifique égale homme. Quelle féministe est-ce que tu es? Je sais pas si je suis féministe, je me déclarerais peut-être pas féministe. Je suis pour l'égalité, en fait. Donc, je sais même pas, c'est pas dans le sens... je suis pour l'égalité en tout, en fait. C'est pas même qu'une histoire de femme-homme, c'est l'égalité de tout le monde. Et quand il y a des injustices, ça m'énerve. Mais c'est pas forcément que des injustices hommes-femmes, c'est des injustices en général. C'est pareil quand je vais dans les écoles de quartier ou des choses comme ça, où on voit, en fait, que dès le début, pareil, ça part pas avec les mêmes chances, quoi. Et ça, c'est révoltant aussi. C'est pas que les filles et garçons, en fait, des injustices, il y en a partout. Et donc, c'est bien. Moi, j'essaye de privilégier un peu, d'aller dans ces écoles-là. Mais faut pas se voiler la face, hein, ça va forcément être plus difficile, quoi. Mais pas impossible. C'est intéressant parce que bon, là, j'arrive avec le prisme des pionnières, donc je te parle vraiment de ta condition de femme, mais tu parles des écoles, donc de diversité sociale. Dans la science, est-ce qu'il y a une diversité sociale? Alors, je dirais que quand même oui, mais c'était avant. Alors, comment dire? Moi, par exemple, j'ai fait mes études grâce au Crous, et donc je viens d'une famille modeste, qui, dans n'importe quel pays, n'aurait pas eu accès aux études. Moi, je serais née aux États-Unis, clairement, je pense peut-être pas que j'aurais fait ces études parce que j'aurais pas eu l'argent, parce que ça coûte très cher de faire des études. En France, on a la chance où l'université, elle est quasiment gratuite, mais ça commence à changer. On voit que les bourses du Crous, elles sont pas suffisantes pour survivre maintenant. On voit bien qu'il y a de la précarité chez les étudiants, et un étudiant précaire, il est obligé de prendre un travail. Alors que moi, à l'époque, j'ai pas eu besoin de travailler, à part l'été, j'ai pas eu besoin de travailler à côté de mes études. Mais maintenant, c'est plus le cas. Les étudiants, ils travaillent à côté parce que les bourses du Crous, ça permet pas de survivre parce que les loyers ont augmenté, tout a augmenté, sauf la bourse du Crous. Et là, par contre, ça va créer une différence, bien sûr, parce que un étudiant qui travaille à côté, il n'est pas en train d'étudier. Et donc, forcément, il sera moins prêt qu'un étudiant qui n'a pas besoin de travailler à côté. Et ça va créer une injustice sociale. J'ai lu 2 choses de toi qui m'interpellent. Tu as dit dans une interview que tu aimerais être immortelle comme le blob, que ça te permettra de finir tout ce que tu as à faire, et aussi parce que tu aimerais voir ce que va devenir le monde.
Et tu as aussi une devise, c'est qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Oui. Donc moi, je veux bien que tu prennes 2 minutes pour Alors, philosopher sur ces 2 phrases. l'immortalité, oui. Souvent, on me demande: «Ah, qu'est-ce que t'aimerais comme super pouvoir?» Les gens disent: «Ah, j'aimerais voler, j'aimerais être invisible». Ah, mais moi, pas du tout. Pas que j'aimerais pas, mais si je devais choisir, ça serait forcément l'immortalité. Mais parce que je suis curieuse. Et du coup, trouve ça extrêmement frustrant de mourir. Parce que je me dis: «Ah, je ne saurais pas ce qui va se passer après». Et ça me j'irais peut-être un petit peu faire un tour dans le passé, si je pouvais avoir une machine à voyager dans le temps, mais j'irais surtout vers le futur. Honnêtement, si je devais choisir, si j'ai droit à un seul voyage dans le temps, je vais dans le futur. Mais c'est sûr, Et quel futur? À quel horizon? très loin, genre 2 000 à 3 000 ans, quoi. Vraiment, j'aimerais voir ce qu'on a fait de cette planète. Est-ce qu'on a tout pourri, comme ça a l'air d'être dans la direction, ou bien est-ce qu'on a réagi, ou je sais pas. C'est intriguant, quoi. Le passé, on peut l'étudier, donc on peut se créer un imaginaire de ce qu'était le passé, même si on saura jamais comment c'était quand il y avait le blob. Quand le blob est né, le monde devait être quand même très bizarre. Mais on peut se l'imaginer. Au moins, on a des datas, quoi. Là, sur le futur, on a zéro. On a zéro donnée, donc c'est forcément... Et donc ça, je trouve ça d'une frustration de pas savoir, de partir et on le saura pas, quoi. Ah, je suis pas une transhumaniste, mais des fois, je me dis, ah, s'il y avait une technique où on pouvait se congeler et tout ça. Et après, il y a ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes étudiants. Et dans la recherche, on en fait pas mal. Et donc là, les citoyens, là, quand ils devaient faire un protocole, et je leur ai dit, on va pas vous juger à la qualité, en fait, de la façon dont vous faites le protocole vraiment. Vous essayez de faire au mieux que vous pouvez. Et si vous faites une erreur, vous la notez dans votre cahier de laboratoire. Mais surtout, 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 vous ne la cachez pas. Parce que c'est de la fraude. Cacher une erreur en science, c'est de la fraude. Dire, ah ben, je vais dire que, comme j'ai oublié de changer la température, je vais dire que je ne l'ai pas oublié. Ben oui, mais nous, du coup, on a une donnée fausse. Et donc, on a essayé de leur expliquer que les erreurs, c'était quelque chose qui était commun. On essaye de minimiser, forcément. On essaye d'être rigoureux, de faire attention, mais on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Et donc, il vaut mieux juste les notifier. Et c'est vrai que souvent, ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur puisqu'ils ne font rien. Ils n'oublient pas la température. Bon, quand même, ta réponse sur l'immortalité, moi, quand je vois les recherches justement vers le transhumanisme, c'est hyper angoissant. Oui, oui. De se dire que si on devient tous immortels, c'est l'enfer. Oui, parce qu'en plus, on voit souvent des dystopies dans le cinéma où l'immortalité, c'est réservé aux riches, dans beaucoup de Oui. films. Elysium, tous les films, en réalité, Time Out, tout ça, c'est pour les riches. Et je suis sûre que ça se passerait comme ça. Si un jour, on découvre le remède de l'immortalité, c'est bien sûr que quelqu'un va le breveter, le vendre à des gens qui auront les moyens de se l'acheter. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est plus par curiosité. C'est pas pour vivre éternellement. J'ai pas envie de vivre éternellement parce que je pense qu'au bout d'un moment, on se fatigue. Mais c'est juste pour aller. En réalité, c'est pas être immortel que j'aimerais, c'est avoir une machine à voyager dans le temps. Oui, là, on est plutôt dans un état d'esprit après moi le déluge, quand même. Ouais. Oui. Là, je profite et tant pis pour ceux qui suivront, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, en ce moment, on nous rabâche en plus tellement que ça va pas. Et en plus, c'est vrai, on voit bien que on perd des choses au fur et à mesure. L'environnement, ça va pas. On perd nos acquis sociaux, on perd plein de trucs. Mais toi qui étudies la biodiversité, pour le coup, oui, voilà, tu vois les insectes et tout ça. Mais à la fois, moi, là où je suis un peu optimiste, entre guillemets, c'est que oui, on va tout casser, nous. On va détruire beaucoup de choses. On va perdre énormément d'espèces, mais on va se perdre, nous aussi. Dans le sens où l'humain ne survivra pas. C'est là où il a tort. C'est que, par exemple, les insectes, ils vont survivre à l'humain sans aucun problème. Ça sera peut-être pas toute la biodiversité qu'on a à l'heure actuelle, mais on a certaines fourmis, elles survivront à l'humain, par exemple, sans aucun problème. Mais nous, on va s'y perdre. Et c'est ce que les gens ne voient pas, en fait. C'est marrant parce qu'ils se disent, oui, on va perdre, je sais pas, moi, telle espèce, animal, tel maçon. Mais nous aussi, on est les premiers, à mon avis, qui seront victimes parce qu'il y a un moment donné où on ne pourra pas survivre dans le monde qu'on aura créé. Donc, c'est pour ça que j'aimerais voir. Juste faire un petit saut, voir comment on a cafouillé. Sinon, il n'y aura pas d'humain dans 2000 ans. Audrey, une dernière question que je pose à tous mes invités, qui est une bonne colle aussi, c'est en quoi est-ce que tu crois ? Alors, la croyance, j'ai pas beaucoup de croyances, honnêtement. En fait, je crois que ce que je vois, donc. Dans le sens où je vais avoir des hypothèses, mais pas de croyances. Donc, je vais émettre des hypothèses. Je vais me dire, ah, peut-être que c'est comme ça, mais je vais toujours essayer de les valider. Je suis pas trop dans la croyance. Donc, je dirais que je crois pas.
Même dans ta vie quotidienne, il te faut une hypothèse de départ? Après, on a tous des croyances, hein, mais justement, je me méfie des croyances parce que les croyances, c'est pas basé sur des faits. Et mon métier m'apprend que les faits, c'est très important. Donc, j'essaye au maximum de pas trop porter des jugements. Bon, on le fait tous, hein, ou d'avoir des croyances. Mais faut faire attention à ça. Donc, j'essaye d'appliquer un peu la méthode scientifique à ma vie en général. Donc, tu es toujours rationnelle? Ah non, mais disons que j'essaye de pas trop porter de jugement sur des choses. Mais c'est difficile, hein. On a tous quand même tendance à porter des jugements. Donc ouais, je sais pas quoi répondre à cette question. Qu'est-ce que je crois? Je crois au blob. Lui, il sera toujours là. C'est ça. Je dis tout le temps ça sur mes dédicaces. Je signe tout le temps que le blob soit avec toi. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Audrey Dussutour ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Si vous voulez poursuivre l'exploration du blob, je vous conseille vivement le documentaire Le Blob, un génie sans cerveau de Jacques Mitch, disponible sur le site d'Arte jusqu'au mois de mai 2023. Et la lecture du livre d'Audrey Dussutour, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, paru aux éditions de l'Équateur en 2017. Je peux aussi citer Moi, le blob, paru en 2022 chez Humaine Science, ou L'Odyssée des fourmis, en 2022 toujours, chez Grasset. Vous pouvez aussi prolonger le plaisir en découvrant ou redécouvrant les femmes pionnières de la première saison de Finta sur fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cute. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Je suis toujours très curieuse d'avoir vos retours sur les épisodes. N'hésitez pas non plus à m'écrire. Et vous pouvez suivre toute l'actualité de Finta sur fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir tous les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt.